Et alors, comment ils vont? Ce mois-ci, on va parler de la suite du film Les Fils de l'Homme. On va parler de classique anglais. On va discuter de jungle moite et d'un type fou. On va parler aussi Deux frères, deux faux. qui s'entretuent un peu pour des pouvoirs. Et on va parler du plus grand détective du monde. Alors, on a lu quoi en avril? On a lu Un gars et son chien à la fin du monde. Donc c'est un roman de C.A. Fletcher qui a été publié directement en poche en France en 2020 par la maison d'édition J'ai lu. C.A. Fletcher, il est un peu inconnu au bataillon en France. Pour preuve, il a pas de page Wikipédia dans la langue de Molière. Tout ce que je sais, c'est que c'est un scénariste d'origine britannique. Il a aussi écrit des livres pour enfants, dont une saga qui s'appelle Stoneheart. Mais regardez-moi cette trogne là avec son air espiègle. Un gars et son chien à la fin du monde, je vous donne un mille. C'est l'histoire d'un gars et son chien à la fin du monde. En fait, c'est une dystopie qui se situe 90 ans après l'ère moderne. Et en fait, il s'est passé un événement 90 ans auparavant. C'est que la planète est devenue stérile. Ça a touché 99,9% de la population. Ce qui fait que 90 ans plus tard, la planète s'est vidée. Il reste plus que 70 000 habitants. Donc c'est dans ce contexte que Grise, le personnage principal, vit sur une île écossaise isolée avec sa famille et ses deux chiens. Un jour, ils accueillent un pseudo marchand et en fait c'est un voleur. Il va partir avec un des chiens de Grise, une femelle. Et du coup, Grise va se lancer à la poursuite du voleur pour récupérer son chien. Et du coup va découvrir le monde. Alors qu'est-ce qu'on manque d'un gars et son chien à la fin du monde? Et ben c'est le premier coup de cœur de 2023 qu'on a entendu le 4e modèle. C'est tout ce que j'aime dans un bouquin, et un auteur que je connais pas et dont j'avais jamais entendu parler, donc on n'a aucune attente que de la découverte. Un principe chambé en fait, un roman fort dans un monde post-apocalyptique, un roman intimiste, c'était important pour moi. Donc on explore une Écosse vide dans laquelle la nature a repris ses droits. Il se passe pas énormément d'événements dans le roman, il est très contemplatif et plutôt poétique. Le rapport à la nature il est très fort et il est très bien écrit. Les événements en tant que tels, ils sont aussi très forts et très émouvants. Et il y a plein de twists, de retournements de situation qui sont très beaux, très bien écrits et qui laissent la bouche grande ouverte à la fin de la lecture. C'est un récit initiatique qui marque durablement. Et bon, c'est forcément ma recommandation du mois. Gros banger. On a lu Jane Eyre, qui est un bouquin écrit par Charlotte Brontë en 1847 sous le pseudonyme de Currer Bell, parce que ouais, il faisait pas bon être une femme à l'époque pour être publié. En France, ça sort en 1855 avec Hachette à la baguette. Charlotte, c'est la sœur d'Émilie, l'autrice des Hauts de Hurlevent, et aussi la sœur d'Anne, qui a écrit Agnès Gray et la locataire de Wildfell Hall. Cette famille très talentueuse, elle va être très vite touchée par la tragédie. Les trois sœurs vont décéder très jeunes, à respectivement 38, 30 et 29 ans. Alors Jane Eyre, ça raconte quoi? En fait, c'est l'histoire du personnage éponyme, Jane Eyre, et du coup de sa vie, sous forme d'autobiographie fictive, de son enfance difficile, puisqu'elle est laissée aux soins de sa tante, qui l'aime pas du tout et qui a été obligée d'adopter Jane, son adolescence dans une école ultra austère, et puis finalement son histoire d'amour, son histoire tout court avec Mr. Rochester, qui est un ténébreux riche propriétaire terrien à l'histoire sombre et mystérieuse, pour lequel en fait Jane sera d'abord gouvernante, puisqu'il a une fille, puis être aimé. Alors qu'est-ce qu'on en pense? D'abord le roman il a été conseillé par le Litterarium. Allez la suivre sur Insta, il fait des choses vraiment cool. Et en plus il rentre vraiment dans une volonté de ma part de lire mes classiques. J'avais déjà lu Les Hauts de Hurlevent de sa sœur et j'avais plutôt apprécié. Et en vrai j'ai plutôt apprécié aussi Jane Eyre. J'aime beaucoup le style désuet très charmant. Et puis l'histoire en tant que telle, l'histoire surtout entre Jane et Mr. Rochester, et ben elle est bien foutue aussi et elle est assez crédible avec mes codes du 21e siècle. Les deux personnages, ils ont pas mal de défauts et ça rend la chose très agréable à lire et ça rajoute beaucoup de charme à l'histoire aussi. Mais on va pas se mentir, hein, c'est pas le genre de roman vers lequel je me dirige habituellement. On a lu Au cœur des ténèbres de Konrad, ou de son vrai nom, Jane Eyre, Joseph Theodor Konrad Torzeniowski, je triche. Du coup, c'est publié en 1899 au Royaume-Uni, et il faut attendre 1925 pour l'avoir en France. Donc le roman court, puisqu'il fait que 140 pages, il jouit véritablement d'un statut culte dans la culture générale, et il a été adapté ou a inspiré des œuvres dans tous les médias, que ça soit bande dessinée, jeux vidéo, musique, et surtout au cinéma, avec le non moins cultissime et tout autant mystérieux Apocalypse Now, ou encore le plus récent Ad Astra, avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones. Le roman il s'inspire énormément de la vie de l'auteur qui a beaucoup versé de lui dans son récit. Au cœur des ténèbres, ça commence sur un bateau dans la Tamise et en fait il y a un marin qui écrit l'histoire qu'est en train de raconter le capitaine Marlowe. En fait le capitaine Marlowe quand il était jeune c'était un officier de la marchande britannique et il a été engagé par une compagnie belge pour naviguer sur le fleuve Congo et retrouver un dealer d'ivoire qui a disparu, qui s'appelle Kurtz. Pour cela, il va s'enfoncer dans la moiteur de la jungle et au fin fond de la sauvagerie et de la déshumanisation. Qu'est-ce qu'on a pensé de Au cœur des ténèbres? Et bah écoute,
j'en vois la grandeur, mais ça me dépasse un peu, quoi. Déjà, pour les points positifs, on a l'ambiance qui est vraiment terrible. Là, c'est moite, c'est étouffant, c'est dur. Il retranscrit vraiment bien la touffeur de la jungle. On la ressent vraiment en lisant le roman, quoi. Et on est direct dedans. Les 140 pages, elles sont plutôt efficaces. La chose que j'ai à reprocher, par contre, c'est qu'il y a des procédés narratifs que je comprends pas trop. Tu vois, le récit, il est raconté par un marin qui note en fait l'histoire que le capitaine Marlowe est en train de raconter. Et je trouve que ajouter un intermédiaire comme ça rajoute rien à la narration. Ça offre rien de plus et ça fait justement perdre du temps sur le peu de pages qu'on a. Et enfin, le roman, il est chargé d'un symbolisme que je comprends pas trop. C'est le genre de roman qui me fait sentir un peu perdu, un peu dépassé, un peu inculte. Mais bon. On a lu Vicious, qui est un roman écrit par V.E. Schwab, une autrice américaine que je ne connaissais pas. C'est publié en 2013 aux States grâce à la maison d'édition Tor Books et en France c'est en 2019 avec la maison Lumen. Le bouquin m'a été prêté et conseillé par une amie. Alors apparemment V.E. Schwab c'est une spécialiste de romans pour jeunes adultes et elle a été connue grâce à La vie invisible d'Adèle Larue. Merci Wikipédia parce que j'y connais rien. Vicious c'est quoi? En fait c'est l'histoire de deux étudiants, Victor et Ellie. En fait ils vont se lancer dans une quête de pouvoir autour du contexte d'un mémoire de recherche. Il s'avère que quand les personnes subissent une expérience de mort imminente, elles acquièrent des pouvoirs en rapport avec leurs dernières pensées. Si par exemple tes dernières pensées ça sera j'ai mal, il y a de grandes chances que tes pouvoirs ça soit de ne plus ressentir la douleur. Dans ce contexte-là, Victor et Ellie vont chercher à avoir des pouvoirs et le truc c'est que tant Victor que Kelly ils sont moralement pas ouf et ouais, donc ils vont chercher à s'entretuer. Toi tu me parles pas de héros. Alors qu'est-ce qu'on en pense de Vicious? Eh ben pour être honnête, c'est pas mauvais du tout, mais j'ai pas trouvé ça très bon non plus. Je m'explique. Il y a de bonnes idées qui sont, je trouve, assez mal exécutées. Déjà le principe de base il est cool, toute la question des pouvoirs, c'est plutôt sympa. Le truc c'est que ça se passe dans un monde qu'on pourrait appeler semi-fictif. Et j'ai l'impression que c'est parce que l'auteur a pas su choisir entre créer concrètement un monde avec ses propres codes culturels et ne pas le faire. Tu vois, on a des villes inventées, mais les cultures populaires sont celles de notre monde à nous. Je trouve ça un peu flemmard. On voit assez rapidement où le récit va et comment les événements se sont déroulés, du coup je trouve que ça manque un peu de surprise et d'audace. Les deux personnages principaux, Victor et Ellie, sont vraiment réussis dans leurs oppositions, voilà, tout ça. Mais les personnages secondaires, eux, ils se réduisent seulement à leur fonction et donc ils sont un peu vides, un peu creux, donc c'est dommage. Pour finir, on a lu tout Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, l'édition complète, c'était tellement long que ça a bien débordé sur le mois de mai. Alors déjà, je suis un menteur, parce que Sherlock Holmes, ça fait 56 nouvelles et 4 romans. Et il y a 2 ans, j'avais déjà lu les 4 romans et une petite dizaine de nouvelles, mais j'avais toujours dans l'objectif de finir le cycle, et c'est chose faite. Donc Sherlock Holmes, c'est écrit par Sir Arthur Conan Doyle entre 1887 et 1927, donc 40 ans d'une vie qu'on a fait 71. Mais le coquin, il a été ultra productif parce que c'est pas du tout ce qu'il a écrit. Il a écrit une centaine de nouvelles sur des sujets aussi divers que variés. Et donc de par son expérience de médecin et d'écrivain, il se rapproche vachement du personnage de Watson. Parce que Conan Doyle, il a été médecin, mais il gagnait pas assez de sous dans son exercice, c'est pour ça qu'il s'est lancé dans la rédaction de nouvelles. Toutes les nouvelles de Sherlock Holmes, elles font à peu près la même taille, une vingtaine de pages, parce qu'il paraît que c'était le trajet normal en train pour se rendre d'un point A à un point B dans Londres. Voilà. Sherlock Holmes, c'est tellement ancré dans la culture populaire qu'il n'y a pas nécessairement besoin de décrire le bonhomme et le principe. C'est un détective consultant qui s'escrime sur les enquêtes que Scotland Yard, la police de Londres, n'arrive pas à résoudre. Donc les histoires, elles sont narrées par le Dr John Watson, son fidèle compagnon et biographe. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Viens, assis-toi, fais-toi un petit café tranquille parce que on va développer un peu plus que d'habitude. En même temps, c'est 2000 pages. Je peux pas vous parler de Sherlock Holmes sans vous parler de la série produite par la BBC entre 2010 et 2017. C'est là que j'ai commencé Sherlock Holmes. Tout ça, ça remonte à un samedi 2011, alors que le dernier épisode de la saison 1 passe sur France 4 et que je le regarde. Et en fait, c'est coup de cœur immédiat. Hein. C'est tellement survolté, c'est tellement bien écrit, fin et subtil. Il y a un jeu d'acteurs aux petits oignons dans cet épisode-là en particulier. Andrew Scott dans le rôle de Moriarty, mais surtout dans la série, grâce à Martin Freeman dans le rôle de Dr Watson et puis à Benedict Cumberbatch en tant que Sherlock Holmes. C'est une transposition très intelligente et sensée de l'univers de Sherlock Holmes, du coup qui se passe à la fin et au début du 19e, 20e siècle, à aujourd'hui en fait. Hein. On ajoute tout ce qui est technologie et c'est vraiment bien foutu quoi. Des nouvelles d'une vingtaine
vingtaine de pages, Mark Gatiss et Steven Moffat, qui sont les créateurs et les showrunners de la série, et ben ils en font un épisode d'1 h 30 qui est vraiment ultra bien foutu. Et la série, elle sublime clairement des nouvelles qui font bien pas le comparaison à côté. Déjà, le Watson de Freeman, et ben il est touchant, il est charmant, il est marrant, il est humain, alors que le Watson des nouvelles, c'est un robot. Il ne sert que à décrire l'histoire en fait, c'est juste un fidèle compagnon, c'est un chien qui a la langue pendue qui suit Sherlock Holmes. Les personnages secondaires dans les nouvelles, ils servent juste à établir un contexte parce qu'ils racontent l'histoire qui leur arrive à Sherlock Holmes et lui il va enquêter dessus. Alors que dans la série, ils sont vraiment haut en couleur et tous ouf à des certains degrés quoi. Bref, la différence elle est nette et vraiment très sévère pour les écrits de Sir Arthur Conan Doyle. Est-ce qu'il faut ajouter que la qualité des nouvelles elle s'étiole vraiment au fur et à mesure du temps? Déjà, impossible de maintenir une qualité constante sur 40 ans. Et puis parce que très vite, et ben Sir Arthur Conan Doyle, il décide de tuer Sherlock Holmes. Il en a marre, trouve que ces écrits-là, ils sont pas assez importants. Et du coup, il veut vite passer à autre chose. Il commence en 1887 et en 1891, il décide de tuer Sherlock Holmes. Sauf que son éditeur, il va très vite le convaincre de reprendre. Déjà, parce que ça marche très bien, c'est très fructueux, et ça apporte énormément d'argent. Sauf que ça sent que Sir Arthur Conan Doyle, il a pas envie. Et du coup, très bon du début, on va vite passer au fade, et puis au vraiment mauvais à la fin. Est-ce que toi, t'as lu Sherlock Holmes? Qu'est-ce que t'en as pensé? Surtout, est-ce que toi, tu as vu la série? Et qu'est-ce que t'en as pensé? J'espère que t'as aimé autant que moi. Si c'est pas le cas, je te conseille de regarder. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, tout le processus, là, ça fait toujours plaisir. Le mois prochain, on va parler encore d'une voiture hantée, mais c'est pas Christine cette fois-ci. On va parler de la suite des salauds gentilshommes, de Blackwater. On va parler d'une enquête sordide et puis plein d'autres surprises. Du coup, on se dit au mois prochain. Bisous!